Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous savez, la poignée de personnes qui dérangent le Cameroun là, ils sont peu nombreux. Hein. Les Camerounais, dans leur immense majorité, sont des simples, des gens bien. Mais il y a des anges déchus qui sont là et qui dérangent, qui prennent le terrain. On dirait que c'était l'affaire, c'était tous les Camerounais qui étaient infectés. Alors que c'est une poignée, une minorité. Vous voyez ça? Regardez dans la vidéo. Vous savez, le sort qui, pour moi, qui est réservé à ce monsieur, c'est qu'il soit pendu sur la place publique pour crime contre l'État du Cameroun. Vous savez, lors de la dernière élection présidentielle en 2025, au sein des casernes militaires, le président Paul Biya a été battu. C'est de l'inédit. Et le président Paul Biya est aujourd'hui prisonnier de monstres qu'il a lui-même enfantés. Monsieur Ayoub Tabé et d'autres séparatistes qui sont des leaders, qui sont aux États-Unis, en Norvège, en Grande-Bretagne, ils ont accepté la main tendue du président et ils ont voulu venir à la table de négociation. Mais ça a été saboté par M. Ngongo. Vous savez, M. Ngongo a la proximité du chef de l'État et il sait très bien manipuler les informations. Vous savez qu'au sein du secrétariat général de la présidence de la République se trouve une structure bis de la DGRE. Structure bis. Et qui est contrôlée par qui? Par lui-même. D'accord. Qui est contrôlé par lui-même. Et ces gens font un travail pour s'aborder tout ce qui peut être... Ça veut dire quoi? Les notes de renseignement qui arrivent, oui, le président sont réécrites? Sont totalement réécrites ou alors à l'avantage de ce que M. Ferdinand Ngongo pense. Vous savez, aujourd'hui, la crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun est une crise qui participe aujourd'hui à l'économie de guerre. C'est-à-dire que plus elle perdure, et plus il y a des gens qui s'enrichissent. Pour vous, il y a des gens qui gagnent de l'argent à ce que ce conflit s'éternise? Tout à fait. C'est qui ces gens? Avant de répondre à votre question, concrètement, je voudrais dire que cette crise, je l'ai vécue et subie dans ma chair. J'ai vu au cours de l'exercice de mes fonctions dans le sud-ouest du Cameroun un certain nombre de choses atroces, horribles. Il y a des jeunes gens qui ont perdu la vie là-bas, de toutes parts. Hein. Parce qu'à la réalité, il faut se dire que ce sont nos frères. C'est une guerre entre Camerounais, ce sont nos frères qui se sont un peu éloignés de la République. Ce sont nos frères d'abord. Et je vous l'ai dit, j'ai vu des jeunes gens tomber, des jeunes gens sortir des centres de formation et se faire tuer comme ça. Et quand vous dites atroce, il y a quoi? Il y a une image, il y a des souvenirs qui vous reviennent en tête? Bien sûr, c'est des souvenirs difficiles à se remémorer parce que j'ai des dépouilles de militaires, de gendarmes que nous avons récupérés et vraiment tués de manière atroce. C'était assez difficile à vivre. Les camarades avec qui j'étais sur le terrain peuvent en témoigner. C'est difficile à vivre de voir ce genre de choses. Et donc,
comprendre que cette crise perdure par le fait de, les- de la manipulation, de l'égoïsme et même du maléfisme d'une certaine catégorie de dirigeants, c'est quand même incroyable. Dites-vous que cette crise perdure euh, par la volonté manifeste de M. Ngongo Ferdinand. Encore lui. On va finir par croire que vous vous acharnez. C'est pas de l'acharnement. Ne pensez pas que c'est de l'acharnement parce que ce monsieur est à l'origine d'un certain nombre de problèmes au Cameroun. Vous savez, ce monsieur, ça fait 15 ans qu'il est au secrétariat général, mais dites-moi, monsieur Palme, dites-moi, vous êtes journaliste depuis une trentaine d'années, dites-moi en 15 ans, quel est le secteur au Cameroun qui fonctionne? Dites-moi, Mais est-ce qu'il est seul 15 ans auprès du président de la République, où il gère de manière officieuse le pouvoir présidentiel. Quel est le secteur? Dites-moi, au hasard, au pif. Dites-moi qu'est-ce qui marche? Rien ne marche. J'insiste pour comprendre qu'est-ce qui justifie qu'il y ait eu tant de moyens déployés depuis de nombreuses années et que nous n'en soyons pas à un solutionnement du problème du Nozo. La résolution de ce problème est plus politique que militaire. C'est une volonté politique. Le président Paul Biya a eu la volonté politique de résoudre ce problème. Mais ses collaborateurs immédiats ou son collaborateur immédiat ne l'entend pas de cette oreille et fait tout pour saboter la paix, le retour à la normale. Mais comment procéderait-il pour saboter une initiative de son Vous savez, nous avons eu l'opportunité de lire un certain nombre de choses et de savoir un certain nombre de choses. Dites-vous bien que à l'annonce du dialogue initié par le président de la République, nos frères séparatistes de ces régions ont tendu la main. Parce que nous, on entend plutôt d'autres versions. On entend dire que aujourd'hui, les initiatives de paix sont complètement sabordées par le camp des séparatistes. Non, ils ont tendu la main. Ils ont accepté la main tendue du président et ils ont voulu venir à la table de négociation. Mais ça a été saboté par M. Ngongo. Alors, quand vous dites qu'ils ont voulu venir, vous pensez à qui? Je pense à M. Ayoub Tabé et d'autres séparatistes qui sont des leaders, qui sont aux États-Unis, en Norvège, en Grande-Bretagne, en Suède, qui ont voulu prendre cette main tendue du président de la République, Paul Biya. Et comment M. Ngongo l'aurait saboté? Il y a eu des informations dans ce sens-là qui nous ont été données par un honorable correspondant, officier supérieur de la gendarmerie nationale, qui m'a fait savoir qu'il y avait une volonté de rapprochement de ces gens. Et donc, nous avons informé le chef de l'État de cette situation qui s'était activé à demander, à demander à ce que, par des voies informelles, officieuses, que le dialogue soit initié entre les leaders séparatistes qui sont emprisonnés actuellement à la prison de Kondengui à Yaoundé et l'État. Ce que je dis, si c'est faux, ils peuvent me démentir. Et que ça donnait quoi alors? Ça n'a rien donné parce que M. Ngongo l'a saboté. Et comment il l'a saboté? C'est la question que je repose. Des discussions avaient déjà été entamées entre un certain nombre de responsables de l'État et ces leaders. Je vais vous donner un indice. Avec le concours de l'Église catholique. C'était en Volier. Derrière, il y a une salle, ceux qui sont à Yaoundé, la paroisse Jean 23, qui jouxte la basilique de Yaoundé. Donc, il y a une salle. C'est là-bas que les discussions se tenaient. Donc, il y a eu des rencontres en Il y a eu des présentiel? rencontres en présentiel. Et il y avait qui à ces rencontres? Il y a eu un leader séparatiste, un grand leader séparatiste actuellement
emprisonné à Kondengui, à Yaoundé. Donc il était extrait de prison pour Oui, venir oui, participer à... oui, oui, Et c'est oui. qui ce leader? Monsieur Ayoub Tabé, le directeur général de la DGRE, l'ancien, et c'est un leader religieux. C'est une information de première main, jamais entendue. Donc, dans le cadre de la main tendue des séparatistes, le président Biya a instruit au directeur général des services secrets camerounais d'organiser des rencontres informelles Tout à fait, oui. sous l'égide de l'Église catholique. Tout à fait, oui. Et il y a eu, Et il y a eu un précédent. Mm. La Suisse, la Confédération helvétique, a voulu également être jouer à la médiation. Le Canada aussi. Mais toutes ces initiatives ont été sabordées par M. Ngongo Ferdinand. Donc, ils se sont rencontrés combien de fois? Souvent. Et pourquoi tout s'est arrêté? Pourquoi ça n'a pas prospéré? Vous savez, M. Ngongo a la proximité du chef de l'État et il sait très bien manipuler les informations. Vous savez qu'au sein du secrétariat général de la présidence de la République se trouve une structure bis de la DGRE. Structure bis. Et qui est contrôlée par qui? Par lui-même. D'accord. Qui est contrôlé par lui-même. Et ces gens font un travail pour s'aborder tout ce qui peut être... Ça veut dire quoi? Les notes de renseignement qui arrivent oui, vers le président sont réécrites? Sont totalement réécrites ou alors à l'avantage de ce que M. Ferdinand Ngongo pense. Mais c'est une faiblesse, c'est terrible pour la République que vous révélez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ces révélations-là montrent les failles de l'État et du système de sécurité. Et puis, vous voyez aujourd'hui, cette structure-là, mise en place par M. Ngongo, secrétaire général, est contrôlée par un commissaire de police principal. Voyez-vous, qui va réécrire des notes écrites par la délégation générale de la Sûreté nationale, qui a à sa tête un commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle. Donc, vous voyez ces incongruités-là? Quand le patron de la police nationale camerounaise écrit des notes au président de la République, oui, ces dernières sont interceptées au secrétaire général et puis est réécrite par un commissaire principal. Oui, vous voyez cette incongruité-là. Mais le président de la République, il ne le sait pas. Et le président Paul Biya est aujourd'hui prisonnier de monstres qu'il a lui-même enfantés. Des gens qu'il a pris ça et là pour l'aider dans sa mission de conduire le Cameroun vers un avenir meilleur sont devenus des monstres qui sont pratiquement hors de contrôle, en roue libre totalement. Donc le président de la République, vous voyez, aujourd'hui il a un âge vénérable et respectable. Et ce n'est pas un manque de respect de dire que, au vu de son âge, il y a des choses qu'il ne peut plus anticiper et faire. Et donc, les monstres qui ont été créés par lui-même ont fini par le prendre en otage, lui et son épouse. Bon, maintenant, je ne veux pas être le défenseur du président de la République ou de son épouse, non. Mais j'explique, je dis des faits, ce sont des faits. Le capitaine Effoudou est notre l'invité de Masterclass aujourd'hui. On va évoquer avec cet ex-chef du renseignement de l'état-major particulier de la présidence de la République du Cameroun, donc un collaborateur du président Biya. On va évoquer avec lui les questions liées au pétrole. Capitaine Effoudou, il y a une taxe que les Camerounais payent depuis 2019. Elle s'élève à 47 francs prélevés sur chaque litre de carburant qui est payé au Cameroun. Cette taxe était censée entretenir les outils d'hydrocarbures du Cameroun. Et pourtant, on a une raffinerie à l'arrêt depuis 2019. Que se passe-t-il? Quand je vais dire ce que je vais dire là, M. Palme, vous allez dire que c'est de l'acharnement. Non, je vous me laisse. Donc, cette affaire de la Sonara est du fait de M. Ngongo Ferdinand, qui avait demandé à l'ancien directeur général de la Sonara, M. Simon Djonou, de surseoir à la signature de contrat d'assurance de la Sonara. Et pour quel motif? Pas pour des motifs que je vais vous expliquer. Alors, et comme par magie, la Sonara, nous l'apprenons, prend feu.
les outils de production sont... Alors, juste pour qu'on se comprenne bien. Donc, vous dites oui, qu'il y a eu un refus volontaire oui, de payer l'assurance oui, en préméditation d'un incendie de la Sonara qui était de caractère criminel. totalement criminel. Et donc, Mais c'est grave. Ce que la vous dites. Sonara a 13 unités de production. 4 unités de production ont brûlé. Il en reste 9 qui peuvent fonctionner. Des informations que nous avons, ces 9 unités de production peuvent fonctionner. Mais ça, cette information, les Camerounais ne le savent pas. Et pourquoi- Certains hauts responsables ne le savent pas, du fait de M. Ngongo qui ne veut pas qu'on en parle. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais vous expliquer. Le fait de mettre la Sonara à l'arrêt, qu'est-ce qui se passe? Ils ont ouvert le marché d'approvisionnement du carburant. Et dites-vous bien qu'on parle de certains acteurs qui sont ça et là dans ce business, pour parler trivialement. Mais qui est le principal importateur de l'État du Cameroun? C'est M. Ngongo. Mais son nom n'apparaît nulle part. Bah, C'est- parce qu'ils utilisent tous des prête-noms. Et qui est son prête-nom? Mais M. Jules François Famawa. C'est le prête-nom de Ferdinand Gongo Oui, oui, sur les importations de pétrole. oui, tout à fait. Donc, pour bien résumer, donc, il y a eu un sabotage de l'outil de production d'hydrocarbures national, Oui, avec en préméditation le refus de payer l'assurance oui, pour mettre la société à défaut. tout à fait. Et puis, donc, depuis, cet outil est maintenu fermé parce que ça a ouvert l'opportunité des importations de pétrole qui sont contrôlées par une mafia. Effectivement, vous avez tout compris. D'accord. C'est assez grave. Vous constatez avec moi que c'est assez grave. Et c'est méchant. Vous savez, le sort qui, pour moi, qui est réservé à ce monsieur, c'est qu'il soit pendu sur la place publique pour crime contre l'État du Cameroun. Alors, pour vous, tous les problèmes du Cameroun aujourd'hui sont tributaires que d'une seule personne. Malheureusement, il serait aussi intellectuellement malhonnête de penser qu'il s'agisse seulement de M. Ngongo. Non, il n'est pas le seul, mais c'est l'hégémon central de ces actes maléfiques-là, parce que moi, je considère ça comme du maléfisme. Ouais, bon. Mais vous pensez que les aéroports, les plateformes aéroportuaires et maritimes sont contrôlées par qui? Par la police nationale? Non, du tout. Les plateformes aéroportuaires et maritimes sont contrôlées par des sociétés mises en place par M. Ngongo et ses amis venant d'un certain pays. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que les frontières camerounaises sont aux mains de structures privées? Oui, il y a une structure mise en place par M. Ngongo, contrôlée par un assistant technique d'origine étrangère. La société s'appelle Airport Security et vous avez aussi Transatlantique au niveau maritime. Oui, ça c'est le port de Kribi. Ça, c'est au port de Kribi, ça. Donc, c'est des structures mises en place comme ça pour contrôler les entrées. Et quand on veut prendre le pouvoir, M. Palmer, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les points névralgiques? Ce sont les entrées. Et c'est contrôlé par M. Ngongo. Et vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour les trafics. Pourtant, c'est pas son nom qui est évoqué dans cette histoire de trafic d'or. On l'a plutôt entendu Mais parler. mettez la main sur tous ces prénoms et vous saurez. Et en plus, en matière d'enquête, suivez l'argent. Suivez les traces de l'argent et vous saurez qui est derrière cet argent. Je vous ai dit que le Cameroun a été sous l'emprise de ces personnes pendant de nombreuses années. Et quel est le résultat aujourd'hui? Ils ont eu beaucoup de temps, suffisamment de temps. Quand je prends la moyenne seulement de ceux qui occupent des postes de responsabilité, c'est une moyenne d'à peu près 25 ans comme membre du gouvernement. 20 ans, disons 20 ans, pour être à peu près raisonnable, c'est une moyenne de 20 ans. Quel est leur apport en 20 ans pour le développement du Cameroun? Il n'y en a aucun. Je vous l'ai dit la dernière fois, le Cameroun mérite mieux que ça. Le Cameroun mérite d'être à la place qui est la sienne. Alors, vous faites bien de dire le Cameroun mérite mieux que ça. Alors, l'armée camerounaise, les forces de défense sont souvent mises en redlex par le commun des mortels, l'opinion
publique camerounaise comme étant assez indolente, assez inerte face à la gabégie, en tout cas que le rôle d'armée républicaine n'est pas suffisamment joué. Est-ce que vous partagez cette analyse ou je dirais ce propos sentencieux? Non, là, je ne dirais pas les choses comme ça. Vous savez, lors de la dernière élection présidentielle en 2025, au sein des casernes militaires, le président Paul Biya a été battu. C'est de l'inédit. Ça veut tout simplement dire que les militaires ne sont pas totalement en accord avec ce qui se passe, Ils sont même en désaccord. pour le dire le moins. Les militaires vivent au sein de la population, ils vivent dans la société, ils vivent pas en vase clos. Ils sont au sein de la population, ils ont des familles, d'accord? Et donc, je voudrais dire, en ce qui concerne je ne suis pas mandaté par les militaires du Cameroun, non. Mais j'ai une analyse globale de la situation. Donc, les militaires, en réalité, ne sont pas en avant des dynamiques populaires. Non, en cas de dynamique populaire visant des changements de fonctionnement au sommet de l'État, les militaires, les forces de défense sont là pour accompagner les dynamiques populaires. Ils ne sont pas là pour se mettre en avant-garde de ces... Donc, ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'il y a un message sous-jacent derrière ce vote de sanction qu'on a pu observer dans les casernes. Tout à fait. En d'autres termes, peuple camerounais, prenez vos responsabilités, on vous accompagnera. Effectivement, vous savez, on entre dans l'armée sain d'esprit et sain physiquement. Mais au cours de nos carrières, nous ressortons souvent avec beaucoup de problèmes. Et c'est des problématiques assez difficiles à observer. Le message que je peux passer aux camarades, c'est de continuer à servir avec dévouement, avec abnégation. Mais il y a beaucoup de militaires camerounais aujourd'hui qui ont pris les chemins de l'exil. Vous n'êtes pas le seul officier. Il y a quand même un message symbolique derrière ça. C'est vrai, mais pourquoi ces gens s'en vont? Ils s'en vont parce qu'il y a un malaise. Malheureusement, heureusement, les militaires camerounais sont très disciplinés. Et donc, ils préfèrent s'en aller que de participer à vouloir créer des mouvements d'insurrection. Donc, ils préfèrent se retirer, se mettre à l'abri et choisir d'autres vies. Donc, on est un peu sur les solutions de lâcheté. Quand vous allez vous faire former dans les académies militaires, vous êtes au service, pas des individus, mais au service d'un État, d'une nation. Quand c'est malheureusement, quand l'État est contrôlé par des gens qui contrôlent ceux sous qui nous sommes aux ordres, c'est difficile. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est très difficile. Je vous ai dit les pressions qu'il y a sur le ministre de la Défense, sur tel ou tel sujet, sur le secrétaire d'État à la gendarmerie, sur tel ou tel sujet, sur la direction de la délégation générale de la sécurité, sur tel ou tel point. Vous voyez, par exemple, je veux évoquer le cas de l'identité, de la délivrance des visas électroniques, comment c'est compliqué, vous voyez, mais il y a des solutions. Et puis, je voudrais dire que tout ce que nous sommes en train de dire, nous pensons à l'avenir. On ne dénonce pas, moi, en ce qui me concerne. Vous ne me l'avez pas demandé, mais je dis qu'il y a des solutions qu'on peut apporter pour résoudre un certain nombre de problèmes et des solutions assez simples. Ok, vous avez suivi. Bon, en 2025, au niveau des casernes, Paul Biya a subi un vote sanction. On l'a sanctionné. Les militaires l'ont sanctionné. Ils n'ont pas voté pour lui. Vous voyez? Une grande partie. Donc, voilà tout ce que Effutu est en train de dévoiler. Ça là, vous comprenez que c'est les vidéos qui ont précédé, que je vous ai montré là, c'est le travail qui a été fait donc en amont pour que maintenant Effutu puisse parler. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis